se passe pour qu'on maîtrise ce phénomène-là, qui est un phénomène de société dont on ne peut pas se départir. On ne peut pas empêcher que les gens se volent parce que ça se passe partout, c'est dans la nature humaine. On ne peut pas empêcher qu'il y ait des agressions, mais on peut lire et comprendre notre phénomène. Effectivement, nous sommes aujourd'hui à un niveau trop élevé de pointe. Je veux dire, des événements de plus en plus pressants nous interpellent sur la manière dont notre sécurité est gérée. Il faut qu'on s'arrête sur notre politique sécuritaire. Qu'est-ce que l'État, qui doit la sécurité aux populations, a comme projet sécuritaire? Comment il est conçu? Sa volonté politique de gérer comment il l'exprime? Comment nous pouvons comprendre que, à partir de ce qui se passe, sa volonté est de nous produire telle sécurité? Qui sont les acteurs qui doivent gérer cette action de l'État? Quelle est leur organisation? Quel est leur moyen? Quel est leur cahier de charge? Comment sont-ils organisés, outillés pour répondre à cela? Quelles sont les stratégies à partir desquelles ils vont affronter le phénomène? À partir de cet état des lieux, on peut arriver à quelque chose. Maintenant, dès qu'on a ça, on a mis en place l'ensemble des ingrédients qui permettent véritablement de se lancer à la conquête d'une nouvelle sécurité. C'est là que l'État sénégalais, conscient de ses responsabilités aujourd'hui, veut produire dans l'intérêt des Sénégalais. Il faut absolument ça. À côté de ça maintenant, il y a les stratégies, la mise en œuvre, et il y a le suivi, l'évaluation, et on arrive véritablement à avoir une nouvelle situation. Je ne dis pas que les actuels acteurs ne sont pas dans cette approche-là, mais il faut qu'on s'arrête et qu'on reprécise les choses, qu'on définisse et qu'on oriente. À ce moment, on aura un tableau de gestion de la sécurité qui réponde à la préoccupation des populations. L'État a une véritable volonté d'assurer la sécurité des populations. C'est pourquoi à chaque fois qu'un événement survient, tout le monde sort, chacun réagit, on essaye de voir. L'État a cette volonté-là parce que par rapport à ce que nous avons vécu, il y a un embellie énorme, les moyens existent, les services sont de plus en plus armés, mais il y a des déficits. Au plan des équipements, il y a des déficits au plan des personnels. Il faut qu'on évalue tout cela. Et donc, en gros, on peut dire qu'en fait, nous avons une bonne politique sécuritaire. Non, c'est-à-dire, ce n'est pas que nous n'ayons pas une bonne politique sécuritaire ou que nous ayons une bonne politique sécuritaire. Mais il y a quelque chose qui manque à la manière dont la sécurité est gérée pour qu'on ait l'impression, avec cette masse d'informations qui fait peur, qu'on ait l'impression d'être dans une situation insécuritaire extrêmement grave. Il faut conjuguer tout cela, parce qu'on ne peut pas exclure de la gestion de la sécurité cette possibilité d'accès à l'information, de distribution de l'information, qui est aussi un facteur d'insécurité. Il faut que nous arrivions à porter une action qui autant informe sur les événements qui se produisent que sur la dynamique de sécurisation des populations. Là, il faut beaucoup revenir en arrière et définir la sécurité à partir de tout cela, l'insécurité étant ce qu'il faut convaincre à partir des stratégies, de la politique sécuritaire et de tout ce qui est fait pour mettre cela en œuvre. C'est simple, une politique sécuritaire. C'est une volonté politique à la base qui est exprimée à travers des comportements de l'État qui sont pris en charge par l'ensemble des services qui sont mis là. Mais l'État tenant derrière, les organise, leur donne les moyens de travailler et les suit. Aujourd'hui, il les suit et les oblige à faire le résultat. Moi, je crois qu'il faut qu'on reprenne la main. Reprendre la main, c'est s'arrêter, ce n'est pas forcément changer tout. C'est s'arrêter et se suivre. Ce n'est pas s'arrêter et changer tout, amener de nouvelles choses. Parce que la sécurité, elle se fait d'une certaine manière qu'on ne peut pas changer, évoluer. On fera toujours la guerre de la même manière, même si les fusils évoluent, même si les bombes évoluent, on fera toujours la guerre de la même manière. C'est une guerre qu'il faut mener contre une délinquance. Il faut la faire de manière classique, mais en innovant tout le temps. À ce moment, on sera certain de ne pas perdre de pied par rapport aux délinquants. Là, on va décrire le phénomène des armes, le phénomène des groupes, le phénomène des scooters, de l'agression, les formes d'expression de cette insécurité. Effectivement, il y avait une insécurité plus grave, plus sauvage que celle-là. Mais ces moyens aujourd'hui ont aggravé la chose. Je me rappelle, il y a plus de 20 ans, mais cette violence-là, elle était là. On vous prenait une arme à feu, c'est élégant par rapport à ce qui s'est passé. Tu passes dans un coin, on te met un morceau de linteau sur la tête, on te traverse avec un coupe-coupe,
on te brise la tête, on prend ton argent. Ça existait. Mais notre responsabilité aujourd'hui, elle est présente. Il faut qu'on produise de la sécurité d'une qualité telle que les populations puissent dormir. Et ça, c'est de la responsabilité de l'État. Dans le contexte où on se trouve aujourd'hui, elle doit se définir une politique sécuritaire et organiser ses outils de la manière qui leur permettra de ne pas perdre pied par rapport à l'insécurité, aux causes de l'insécurité. Moi, je crois que c'est très théorique tout cela, mais si on fait dans les détails, on comprendra où on va. Alors, au moment où il disait que ce n'était pas la question de demander si nous avons une bonne politique sécuritaire ou pas, vous avez répondu par si nous en avons une bonne politique. Oui. L'État du Sénégal a une bonne politique sécuritaire, a des moyens, les forces de défense et de sécurité sont bien là. Quand vous voyez le défilé du 4 avril, vous voyez qu'on a assez de moyens pour juguler quand même l'ensemble de ces menaces-là. Cependant, il faudra en ce moment-là calculer ce que souvent on dit dans notre jargon, la dissuasion. Cette dissuasion consiste à tout début à communiquer, à informer les populations. Je vois que c'est un maillon de la chaîne qui manque. Cette communication, cette éducation, cette formation de la population en matière sécuritaire, c'est-à-dire l'approche de proximité. La présence. L'approche de proximité, l'information à partir des quartiers, les premières actions à faire en cas de faire de la dissuasion. Imaginez dans les quartiers, si quand même les gosses qui sont au chômage se rassemblaient, qui formaient des équipes, je ne dirais pas d'autodéfense, mais des équipes de sécurité. Des brigades de surveillance. Des brigades de surveillance qui sont rétribuées par les habitants, comme on garde les véhicules dans les quartiers. Et en plus de cela, il y aura l'information, le renseignement qu'ils peuvent donner à un autre niveau. Ça, au moins, ça commencerait à faire une dissuasion sur les terroristes, sur les brigands qui pensent rentrer dans cette boutique, casser la station ou machin. Ils se diront que dès notre préparation initiale, on est vu, on est remarqué. Donc, c'est de la dissuasion. Je pense que la dissuasion, dans le cadre de la prévention des menaces, est une des solutions. Le commissaire a dit qu'on s'arrête. Là, j'ai un peu tiqué parce que, bon, si on s'arrête, les gens vont se plonger, commissaire. Il faut les accompagner. Il faut accompagner actuellement l'action, les actions que l'État est en train de faire. Je pense bien que le président, comme hier, il l'a dit au Conseil des ministres, l'État a la volonté de neutraliser ces brigands. Du banditisme au terrorisme. Mais mon colonel, vous avez parlé de dissuasion. Et à la veille de certains événements à caractère politique, dans les rues de Dakar, on voit partout des blindés de la police, de la gendarmerie. On voit au niveau des ronds-points une forte présence policière aux gendarmes. Mais pourquoi seulement à la veille de certains événements à caractère politique pour des besoins de dissuasion surtout, pourquoi justement ces forces ne sont pas quasi présentes de manière permanente dans les rues de Dakar? Mon cher, bon, on est dans un état démocratique, de liberté. On ne peut pas faire sortir toutes les forces et en tout temps des blindés comme dans les pays que nous connaissons. Non, je ne parle pas de blindés, c'est juste un exemple. Non, mais ce n'est pas un bon exemple quand même de voir des chars, des véhicules de blindés partout dans les angles de Dakar, dans les ronds-points. Ce n'est pas joli, on préfère des fleurs. C'est l'intitulé de mon livre, les fleurs au bout de la lance. On préfère cela que nous ne sommes pas au pays des tontons Macoute. Ah non, heureusement, c'est ça qu'il ne faut pas. Alors, nous sommes dans un pays civilisé, un peuple civilisé. S'il n'y avait pas d'adjonction d'autres nationalités en notre sein, on serait les Sénégalais de la Teranga. C'est dommage qu'on est dans le cadre des grands groupes. Il faut s'ouvrir aux autres, quelle que soit leur civilité. Mais peut-être qu'il veut dire par là, parlant de dissuasion, qu'il y ait beaucoup plus de rondes. On l'avait vu, il y a eu des populations qui exigeaient beaucoup plus de rondes, beaucoup plus de brigades de nuit par rapport à des zones classées zones rouges. Peut-être c'est de ça dont il veut parler en parlant de dissuasion. Dans le cadre de la dissuasion, c'est la mise en œuvre des moyens humains qui patrouillent et tout ça, ça rentre dans le cadre de la prévision. Hein? Parce que quand je parle de dissuasion, c'est rentre dans le cadre de la prévention. La prévention. Ok? Tout ce que vous dites là, c'est dans le cadre de la prévision, c'est de la mise en œuvre
Mais ça a un coût extrêmement élevé, hein, que quand même nos petits pays, jeunes pays, n'ont pas encore, et d'ailleurs aucun pays. Vous allez dans les grands pays, vous voyez, et à Paris, toujours les gens, ils sont là entre les trucs, ça n'empêche pas que le gars, s'il veut venir avec son véhicule bélier, hein, il chope. Personne. Vous allez dans tous les grands pays. Hier, avant-hier aux États-Unis, boum, 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 en Californie. Alors, personne ne peut échapper à cela. Cependant, il faudrait que, comme je l'ai dit, qu'on augmente quand même au niveau quartier, au niveau très proximité, très périphérique, les actions individuelles, le regard, le coup d'œil de nous-mêmes. Que chacun soit le gardien de son frère. Et le problème, je pense que ça peut être réglé d'une manière moins onéreuse. Effectivement, parce que quand même, vous avez raison, mon colonel, mon commissaire, parce que quand même, ça a beaucoup évolué. Il y a un temps où les agressions étaient tellement récurrentes qu'un officier de la gendarmerie formait même des jeunes, je ne veux pas citer le quartier, mais a formé des jeunes par rapport à des brigades de nuit. Mais mon commissaire, vous avez parlé de cette communication, ou mon commissaire, de cette communication que l'on doit mieux sentir. Parce qu'à un moment donné, au niveau de la chaîne nationale, quand on était enfant, on voyait à certaines heures une publicité qui passait en ronde, et allô le 18, etc., on montrait des sapeurs-pompiers par rapport à la prévention dans les maisons. Cette forme de prévention, est-ce qu'elle ne devrait pas être également présente du côté et de la police et de la gendarmerie pour mieux outiller les citoyens que nous sommes afin d'avoir les premiers réflexes en termes justement de prévention? Oui, il faut s'arrêter sur ce terme prévention qui est anticipé par la prévision dont il parle. La prévision est un caractère d'évaluation et de programmation. Ça veut dire savoir où on est. La prévention, c'est anticiper effectivement sur ce qui peut se produire, ce que nous connaissons aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour prévenir. La première, c'est effectivement cette question de présence policière que chacun veut exprimer selon sa perception des choses. C'est pourquoi vous avez parlé tout à l'heure des chars qui sont là. Ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même projet sécuritaire, ce n'est pas la même situation. Ici, il est question de la sécurité au quotidien. Donc, de gérer la situation des cités, des lieux de résidence des populations et d'activité des populations de manière permanente. Là, il faut des structures, des stratégies, des personnels et des moyens pour gérer tout cela. Mais aussi, il faut une éducation des populations, il faut une information des populations, il faut une participation des populations à tout cela pour que cette prévention puisse jouer. Il y a ce qu'on appelle par exemple la peur du gendarme. Il faut qu'on sache à quel moment faire telle chose à telle entité chargée de la sécurité, à tel moment mettre telle chose à tel moment mener telle action. Quel est le programme qu'on déroule sur 24 heures, sur 72 heures? Comment est-ce qu'on fait pour gérer les temps de nuit, les temps de jour? Ça veut dire quand il y a le maximum de présence de citoyens dans les rues, quand les gens peuvent prendre en charge 70% de leur sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire à côté d'eux pour les amener à vivre normalement? Quand ils ne peuvent pas gérer plus de 10% de leur sécurité parce qu'ils dorment. C'est ça l'étude de la prévention. C'est en mettant ces éléments-là ensemble qu'on fait de la prévention. Et ça, vous avez un rôle là-dedans, la presse a un rôle là-dedans, l'école a un rôle là-dedans, les autres administrations ont un rôle là-dedans. Effectivement, c'est ça. Si je demande, par exemple, de s'arrêter, c'est pour nous mettre à apporter ce qui manque, les maillons qui manquent pour que nous puissions rattraper notre jeu, plutôt que d'arrêter d'agir en attendant d'amener autre chose. La volonté politique, elle existe. Je l'ai toujours dit, elle a toujours existé depuis que l'État s'est mis à gérer des institutions chargées de défendre, de produire de la sécurité. La volonté est là. Mais il faut qu'aujourd'hui, on s'adapte mieux à ce qui se passe. Il faut qu'on arrête d'avoir seulement des interpellations par à-coup. Ça veut dire à chaque fois qu'on a une situation explosive, on s'arrête. Tous les mois, tous les 2 mois, on me dit, il y a telle chose, qu'est-ce qu'il faut faire, commissaire? Il y a telle chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme s'il y avait une recette magique à amener tout de suite, pam, abracadabra, et puis c'est réglé. Il ne faut pas ça. Il faut que nous soyons toujours sur le métier. Il faut, pour que cela soit maintenant, il faut qu'on règle la prévision. Il faut qu'on règle la répression.
Quels sont les moyens quand les faits sont accomplis ici, comme on a fait avec la gendarmerie? C'est magnifique dans cette affaire-là et qu'on sort. On est fâché, qu'est-ce qu'on fait pour rattraper ces gens-là et les empêcher de nuire? Sans caractère de prévision. Quand on rattrape des délinquants qui commettent un forfait comme ça fait peur aux autres qui étaient en train de préparer un autre en se disant que nous pouvons être attrapés demain. Ça participe de la prévision. Donc tout cela tient ensemble. Il faut qu'on y travaille, il faut qu'on ait des outils bien préparés. Je dis effectivement qu'il y a des moyens. Mais est-ce qu'il y a assez de moyens? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mieux organiser ces moyens-là? Est-ce que les effectifs sont suffisants? Justement, commissaire, c'est vrai, vous n'êtes pas l'enchanteur Merlin, mais est-ce que le ratio est devenu correctement correct du point de vue un policier pour tant d'habitants depuis les événements de 87 avec la radiation? Nous savons très bien que depuis, même avant l'événement de 87, on n'était pas au ratio. On était en train de galoper vers ça. C'est pourquoi subitement, entre disons 78 et les années 80 et quelques, la police s'est mise à recruter des 400 personnes, 500 personnes. On voulait rattraper ça, créer une situation sécuritaire adéquate. C'était ça qui permettait aux citoyens d'être mieux sécurisés avec une présence policière suffisante. On a été rattrapé par cet événement-là et consorts. Et c'est comme si, après cet événement, on s'est dit qu'il fallait revoir notre copie et on a pu recruter presque jusqu'à les années 2000. Nous courons derrière ce gap-là. Ce n'est pas que l'État peut ou ne peut pas. Une réalité technique, elle est une réalité technique. Quand le ratio n'est pas correct, il n'est pas correct. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument régler ce problème de ratio en attendant d'avoir une sécurité? Mais non, on fait la sécurité avec ce que nous avons aujourd'hui, en posant la question du ratio, en y travaillant. Aujourd'hui encore, j'ai remarqué depuis un certain temps, depuis 2 ans, l'État est en train de revenir à vouloir rattraper encore ce gap-là et consorts et à le résorber. Il y a des solutions intermédiaires qui sont là. Il faut travailler sur tout ce que nous avons aujourd'hui pour créer une présence policière forte. Il faut travailler sur ce que nous avons de moyens et nous compléter avec notre intelligence et notre capacité à réagir en tant qu'institution, parce que c'est cela, c'est la responsabilité de la police, de la gendarmerie et de l'armée, que de se dire avec ce que nous avons, que nous allons en guerre contre ce phénomène-là, et derrière eux, l'État, et je crois qu'on sera dans une dynamique assez positive. Il ne faut pas qu'on s'arrête aujourd'hui pour dire on n'a pas ça, donc on ne peut pas avoir de sécurité. Il la faut. La sécurité, il n'y a pas de bon à payer demain pour la sécurité. Dès qu'elle est déréglée, il faut réagir tout de suite. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on y aille. Continuer, mais en nous disant voilà ce qui nous manque, voilà ce qu'il faut faire, en changeant et même dans les exigences fondamentales. On arrive à rattraper quelque chose. Je crois qu'en étant plus rigoureux à attendre le résultat d'une institution, on lui demande d'avancer et on l'oblige à avancer dans une certaine direction. La sécurité, elle est capitale. On doit la faire tout de suite avec ce que nous avons. Donc, dès qu'on constate que l'État a une volonté politique avérée, constante, qu'elle ne fait pas comme ce que certains voudraient. Oui, vous faites une manifestation politique là, moi, je suis moyen de régler. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un autre registre. Mais pour des sécurités populaires, nous avons donné les nerfs. Non, ce n'est pas ça. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tous ensemble, nous participions à produire de la sécurité. Mais qu'on ne dise pas sécurité seulement, tout le monde dit l'État, la police, la gendarmerie. C'est une problématique qui nous interpelle tous. Et vous, comme je l'ai dit, la presse, autant vous distillez beaucoup d'informations, vous mettez beaucoup d'informations à la disposition, autant vous avez des responsabilités sur la manière d'éduquer ces populations pour qu'elles se mettent à cotiser dans la réalisation de leur sécurité. Je crois que si on va dans cette direction-là, on pourra, en mettant tout cela petit à petit ensemble, trouver une solution à notre insécurité, étant entendu qu'on ne la réglera jamais, comme l'a dit le colonel. L'insécurité est partout dans le monde, mais il faut qu'on la suive, qu'on ne perde pas pied. Alors l'insécurité est un peu partout dans le monde. Ici au Sénégal, il y a un autre fait qui est peut-être indexé, nous l'avons peut-être souligné tout à l'heure, c'est cette libre circulation des armes. Alors qu'est-ce qu'il faut actuellement, en ce moment où nous parlons, pour essayer un peu de trouver une solution par rapport à ça? Oui, madame, on revient dans le cadre de la dissuasion. Parce qu'avec l'état du Sénégal actuel, on a constaté, avec le ministre de l'Intérieur, là, qui est Aly Ngouille Ndiaye, qu'on commence à mettre des caméras de surveillance partout. Ces caméras de surveillance vont se substituer
au recrutement dont parlait tout à l'heure le commissaire. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque Sénégalais. homme, mais on peut mettre des caméras de surveillance. Chaque caméra peut regarder plus de 1000 personnes. Et c'est une solution. Actuellement, on est en train de le mettre partout à l'intérieur de la capitale et ça va essaimer à l'intérieur du Sénégal, partout. Il y a un risque. C'est déjà de la dissuasion. Ça permet déjà de régler beaucoup de problèmes d'effectifs et de voir. Parce qu'en matière sécuritaire, quand on voit, on a. Donc tout le problème, c'était de voir. Sauf que la caméra n'est pas mobile pour arrêter un brigand. Voilà, mais l'essentiel, si tu es décelé, il faut remarquer dans un acte donné, déjà à 80% tu es pris. Ok? Ça c'est déjà de la dissuasion. Même le fauteur va se dire que on m'a vu déjà, je suis foutu. C'est de la dissuasion. C'est très important ces caméras de surveillance-là. En outre, une fois que ce délinquant est pris, n'en déplaise aux droits de l'homme, le droit de l'homme, des gens qui parlent de droits de l'homme. Ces gens-là pris, ils devaient subir le sort d'un délinquant vraiment dans toute sa globalité, de l'enquête jusqu'à la prison, jusqu'aux travaux forcés dans les rues de Dakar, ou bien à Tamba dans les prisons où il y a de la chaleur, pas des prisons dorées à côté de la mer. Ça rentre dans le cadre de la dissuasion. Je ne parle pas de peine de mort, j'ai entendu peine de mort, bon, mais on peut substituer la peine de mort à d'autres peines plus dégradantes, telles que les travaux forcés. On se rappelle bien les travaux forcés dans les allées de Dakar, au marché Tilène, un bonhomme connu avec sa culotte, les boules de machin, la chaîne et le balai. Ce gars-là, il ne fera plus. D'abord, il ne fera plus. Ensuite, il est remarqué. S'il ressort, on sait que celui-là avait fait ça, on l'avait vu avant-hier ici. C'est ça la dissuasion. Il faudrait qu'on en arrive et que ces gens qui protègent les délinquants se mettent dans les tiroirs et laissent les gens travailler. Hein? Parce qu'ils n'ont pas encore subi, je pense, le sort de ces délinquants-là. Parce qu'une fois que votre parent, votre fille ou machin a été agressé, tué ou violé, tu ne parleras plus de droits de l'homme. Mais quand tout est machin dans la clim, voilà, on pousse des trucs et puis ça ne fait pas du sérieux. Non, il faut qu'on ose le dire, il faut qu'on le dise. Hein? Et moi, je suis bien placé, tout le monde sait que je suis un humaniste, je suis défendeur des droits de l'homme. Cependant, quand il faut dire la vérité, il faut la dire. C'est aussi simple que ça. Alors, mon commandant, j'ose pas dire tout ça. Je lui dirai tout de suite. Vous savez, la sécurité, c'est un domaine de savoir tout à fait particulier. Et moins matériel, équipement technique, moins humain, c'est des registres tout à fait différents. Il faudrait qu'on soit assez généreux les uns envers les autres pour qu'ensemble ici nous cotisions à favoriser la production d'une bonne sécurité. Mettre des caméras, c'est un plus, mais ça ne répond pas à un besoin de recrutement. C'est pas le même problème. Ce qu'on fait d'un homme qu'on recrute, c'est une évaluation, c'est un besoin qu'on mesure. Même quand il y a dans chaque coin, dans chaque chambre à coucher, une caméra, le besoin d'avoir des hommes, ça s'évalue et on met les hommes qu'il faut. Quand on parle de gap et de ratio, c'est parce que réellement il faut des hommes pour faire cette sécurité-là. Mais ça ne complète pas, ça ne comble pas le manque d'hommes. Ce n'est pas, c'est pas les mêmes manières de poser les problèmes. Mais au moins c'est une manière de dissuader. Mais je suis d'accord, mais ça participe à mettre en place une stratégie de dissuasion. Parce que c'est ça la prévention. On appelle cela techniquement police préventive. Ce qui vient pour que l'infraction ne soit pas commise. Ce qui vient pour dissuader les délinquants. Ça commence par tout. Bâtir un commissariat, mettre commissariat de police, mettre 1, 2 gendarmes dans la rue, porter la tenue et avancer dans la rue. Tout cela, c'est de la dissuasion. Maintenant, mettre un dispositif de caméra d'or, effectivement, et faire voir aux gens qu'il y a des caméras, ça participe de la dissuasion. Mais mettre ça ensemble pour dire, nous allons recruter moins parce que nous avons des caméras,
moi je préfère qu'on traite de ces questions-là comme ça. C'est très bien des caméras, c'est très bien tout cela, c'est des équipements. C'est très bien tout cela, mais il faut qu'on se dise ceci. La sécurité, c'est un produit. C'est l'État qui a le devoir régalien de produire de la sécurité. Nous sommes d'accord que cette volonté, elle est là depuis que l'État du Sénégal est gouverné comme il l'est fait depuis toujours. Les gens se sont comportés. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on minimise trop le phénomène au point de ne pas réagir en produisant notre propre sécurité. Vous allez parler de trafic de drogue, du comportement des jeunes dans les quartiers, de tous ces phénomènes qui accompagnent la sécurité. Mais la problématique de l'emploi intervient là-dedans. Il faut qu'on interpelle ces gens-là pour gérer de la sécurité, pour faire la sécurité. Il faut qu'on se dise quel problème nous avons pour que les jeunes versent dans la délinquance. Quel problème nous avons pour que les jeunes se mettent à la drogue et que cela produise des déchets. Quel problème nous avons là pour une promiscuité dans les quartiers, pour que les jeunes ne réussissent pas à l'école. Comment ils vivent. Donc c'est tout cela. Mais pour ce qui nous concerne, nous, en tant que policiers, forces de défense et de sécurité, nous intervenons sur un registre où on produit des comportements qui visent à avertir, à faire peur, comme l'a dit le colonel, d'applacer la peur de manière suffisante dans le camp des délinquants pour que ceux-ci ne viennent pas à commettre des infractions. Maintenant, quand ils les commettent, on les suit. C'est ce paquet de tout cela qui permet de garantir une sécurité confortable aux citoyens. Je suis d'accord, il faut des équipements, mais je ne voudrais pas qu'on mette les équipements à la place des hommes et les hommes. Même si on met tous les équipements et des hommes, il n'y a pas de bonne stratégie. Il n'y a pas de sécurité. Il faut des stratégies, il faut des comportements, il faut les exécuter, il faut des programmes de travail, il faut un projet de sécurité. Par exemple, je disais déjà je constatais en 1989, pour la première fois, mon attention a été attirée au cours d'une course-poursuite. Je suis parti de la Médina, je suivais une bande de délinquants qui sortait d'ici, jusqu'à Poste Thiaroye. Je n'ai pas rencontré un policier, pas un gendarme. Ça pose le problème de la présence policière quand les gens sont en train de dormir. Nous étions à minuit passé. Nous sommes sortis de la Médina. Nous avons traversé, nous sommes rentrés par la gare routière Pompier. Quand j'arrêtais la poursuite, on était à Thiaroye. Il n'y avait pas un policier, il n'y avait pas un gendarme. Il n'y avait pas de patrouille, il n'y avait pas de point fixe gardé. Tout cela, ça participe de la manière dont on doit produire de la sécurité. Il faut qu'on revienne à refaire tout cela. Il ne faut pas qu'on fasse de l'autosatisfaction et qu'on s'arrête à dire oui. Il y a des choses à corriger, c'est certain. Et on ne les corrige pas parce que tout est mauvais. Mais on doit simplement se remettre à dire il nous faut mieux faire parce que les populations qui ont des droits en exigent un peu plus tous les jours. Nous devons les suivre eux aussi. Parce que sinon, nous allons voir les problèmes, nous les voir poser, nous répondre, dire notre propre satisfaction et ne rien faire. L'État, je le dis aujourd'hui, moi, la situation d'aujourd'hui était plus confortable que quand moi j'étais sur le terrain. Vous allez au commissariat central de Dakar aujourd'hui, vous voyez, je viens par exemple d'un événement dans la famille policière, mais ce que j'ai vu comme moyen déployé, c'est impressionnant. C'est impressionnant, il n'y avait pas ça quand on était là. Vous allez aujourd'hui, il y a plein de motos, il y a plein de voitures, il y a plein de ceci, il y a plein de cela. Il faut qu'on organise le déploiement de tout cela au service de la sécurité pour laquelle elle est là. Il faut que le peu d'hommes qu'il y a ici, qu'on trouve suffisamment d'intelligence pour les articuler de manière à produire le maximum de présence dissuasive, donc de prévision, de prévention, et après maintenant on verra comment organiser dans des spécialités très pointues la manière de poursuivre ces délinquants à chaque fois qu'ils commettront des forfaits. En tirer profit parce qu'il y a des hommes, il y a du matériel, il faut, comme vous le dites, une bonne stratégie. Il faut qu'on se mette maintenant à travailler, à nous dire ce que nous avons et immédiatement ce que nous pouvons en faire pour produire une sécurité meilleure. Après, même seulement, on aura le droit de dire à l'État augmenter, 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 augmenter. Je suis d'accord. Les équipements sont là, les moyens sont là.
Mais il faut aussi qu'on réfléchisse sur pas ça seulement. Il y a des choses, peut-être que lui, il maîtrise mieux que moi. Parce qu'il est dans des spécialités que je ne contrôle pas. Il y a des choses que vous maîtrisez mieux que moi. Parce que vous êtes dans des spécialités. Comment faire pour que nous tous, nous produisions cette sécurité? Il a parlé de la contribution des populations à cela. Je peux y réfléchir. Mais peut-être que quelqu'un d'autre connaîtrait mieux que moi comment faire pour que les populations s'associent. Comment que les populations s'approprient leur police, s'approprient leur gendarmerie, fassent corps avec tous ceux qui sont là en réalité pour comment tuer le mythe du policier ou du gendarme ennemi, adversaire, emmerdeur, corrompu. Je sais, il faut tuer ces mythes-là et mettre tout le monde dans la même direction pour que nous nous mettions pour l'essentiel à produire de la sécurité, rien que de la dans l'intérêt du pays et des citoyens. Moi, je crois que si on en arrive là, on trouvera quelque chose. Vous allez dans certains pays, vous n'osez pas insulter un policier à l'écart là-bas, parce que les gens vous disent c'est notre police. Il n'empêche qu'il y a des policiers qui ne font pas les choses comme il faut dans ces pays-là, mais les populations sont dans un état d'esprit tel que quand tu agresses un policier, c'est la population qui t'agresse toi-même. Il y a des pays où la population est à la disposition de la police, même pour l'aider dans son travail, dans ses bureaux. Il y a des pays où la population travaille en synergie avec la police. Un événement se produit tout de suite de manière bénévole. Chacun photographie, chacun filme. Celui qui voit quelque chose n'attend pas qu'on lui dise. Il prend son téléphone, il envoie et il dit « je suis prêt à témoigner ». Il faut qu'on crée ces comportements-là chez nous. Il faut qu'on réduise le champ d'expression des délinquants en nous mettant tous à nous comporter dans la même direction. Je crois que c'est un travail fouillé qu'il faut et qui nous amènera véritablement à avoir les moyens de produire une sécurité adéquate. Ce qui veut dire, mon colonel, que l'État devra véritablement mettre les moyens. Je comprends ce que vous voulez dire. Moi, je suis d'accord avec le commissaire. Cependant, moi, je raisonne stratégie globale. Comme ça, il réfléchit spécificité. Police, défense, sécurité. Okay? C'est là où, quand je parle de moyens additionnels tels que les caméras de surveillance, les drones, etc., ça, c'est global. Pour avoir une vision stratégique sur tout et réduire sur le plan budgétaire l'employabilité de ces hommes, parce que ça a un coût que l'État ne peut pas supporter. Il faut trouver un palliatif. Ce palliatif actuellement dans les États modernes sont le système informatique de surveillance, sont les réseaux de surveillance qui peuvent aller très loin. Je ne vais pas dire qu'ils vont aller jusqu'à prendre le délinquant, mais ils vont au maximum à proximité et permettre aux agents d'aller ou le chercher là où il faut le chercher. Parce que vous faites une action actuellement, la caméra vous fixe, vous roulez avec votre véhicule, on appelle l'autre agent qui est à 20 km, il vous traque. Parce que vous êtes dans la visibilité des drones. Vous savez, tout ça, c'est dans les États modernes qu'on veut se situer. Hein? C'est pourquoi moi, je raisonne stratégie globale. Stratégie globale, c'est important, mais mon colonel, moi, il y a une question qui me revient parce que on me la pose assez souvent. Oui. Je n'ai pas de réponse parce que je ne suis pas expert. Alors, ces jeunes militaires qui sont formés, qui dorment, qui s'entraînent tous les jours et qui sont dans les casernes, pourquoi on ne les déploierait pas comme aile de soutien à la police ou à la gendarmerie pour gonfler les rangs en attendant justement ces recrutements dont avait parlé le président de la République à l'occasion d'un de ses discours à la nation? Non, chaque corps a son rôle. On ne peut pas prendre l'armée des militaires pour les mettre dans la rue. C'est pas faisable, ça ne doit pas se faire et c'est interdit. C'est pas possible. Non, ça rentre dans le cadre d'autres actions. Même si c'est une aile de soutien à la police. Non, ça rentre dans d'autres cas qu'on ne souhaite pas qu'on l'ait au Sénégal. Je peux répondre à un morceau. En fait, il y a ce que vous ne voyez pas. Ce que vous demandez aujourd'hui est pris en compte et existe. Depuis très longtemps, l'armée fournit du personnel additionnel à la police et à la gendarmerie. C'est ce qu'on appelle les auxiliaires. Nous avons une poche de réserve de jeunes qui font leur service militaire dans les rangs de la police et de la gendarmerie. Vous les verrez toujours, ce sont les gendarmes qui ont des trucs rouges là et consorts. Ouais, et les policiers qui ont des trucs rouges là, complètement rouges. Ça, c'est des effectifs additionnels que l'armée met à la disposition de la police et de la gendarmerie. On ne peut pas maintenant recruter pour l'armée un personnel qui doit faire le service militaire, assurer d'autres missions et les mettre totalement
sous prétexte que ces gens sont en train de dormir, en train de s'entraîner. Ça, c'est une vision qui ne correspond pas à la réalité. Les gens ne dorment pas et ne s'entraînent pas là et consortent pour aller dormir. Ils sont dans leur mission. Ils sont dans les frontières. Ils sont déployés. Sinon, vous allez voir tous les officiers là avec des gros ventres et des je ne sais pas quoi là parce qu'ils ne travaillent pas. Ces jeunes-là, ils seraient là en train de dormir. Ils ne dorment pas. Ils ont leur mission, comme l'a dit. Il faut, de mon point de vue, il faut aller jusqu'au fond des choses pour ne pas transposer des situations, une situation vers une direction pour combler une autre situation. Les militaires ont leur mission, ils font cela. Vous allez en Casamance, ce n'est pas des policiers qui meurent là-bas. Vous allez dans les missions onusiennes où sont positionnés des militaires. Aux endroits où meurent les policiers, ce sont des policiers qui doivent être. Aux endroits où meurent des militaires, il n'y a que des militaires qui meurent là-bas. Donc, pour faire de la sécurité, véritablement, il faut qu'on pose notre problème et qu'on y apporte des réponses. Mais mon commandant, alors... C'est ce qui me pose la question toujours. Maintenant, vous avez votre réponse. Mais mon commandant, parlant des militaires, alors que dire de tous ces jeunes qui ont été libérés après 2 ans peut-être de formation, qui sont laissés comme ça, sans mesure peut-être d'accompagnement, que dire par rapport à ces jeunes-là? Dire, c'est par rapport à la problématique sécuritaire ou par rapport au fait que ces jeunes... C'est tout naturel que des jeunes qui font, c'est leur situation. Ils ne sont pas allés à l'armée pour y demeurer. Ils sont allés à l'armée pour faire un temps et revenir à la maison et trouver les moyens de s'insérer dans la production. En allant à l'armée, vous en verrez, à 90%, c'est des gens qui n'ont pas de métier. À 90%, quand ils sortent, chacun a un métier. Mais il faudrait que les autres pans de l'État et de notre économie travaillent à développer des secteurs où ils pourront s'insérer. Ce n'est pas parce qu'ils sont là que ça constitue une poche de réserve qu'il faut mettre. Déjà, quand on doit recruter des gendarmes, on les rassemble et on leur fait subir des tests pour en prélever et faire des gendarmes. Quand on doit faire des policiers, on les rassemble, on leur fait subir des tests pour en prélever une partie pour faire des policiers. Les autres doivent aller ailleurs et ailleurs et ailleurs. On ne fait pas l'armée simplement pour devenir militaire gendarme pour assurer la sécurité. On en fait parce que ça fait partie du curriculum d'un jeune Sénégalais normal qui pourrait faire l'armée avant de faire autre chose, ou ne pas faire l'armée, mais faire autre chose et continuer. Ceux qui font l'armée ne sont pas destinés toujours à porter des armes. Il faut qu'on trouve des solutions sans faire d'amalgame. Je veux dire qu'il faut que ceux qui n'ont pas pour métier d'apporter des réponses à ces questions-là, on va leur excuser tous ces écarts-là de réflexion, toutes ces souplesses à vouloir que ce bouchon-là aille fermer là-bas, alors que c'est un canari, tu veux mettre un bouchon d'une bouteille, alors ça ne marche pas. Il faut qu'on trouve de bonnes réponses à toutes les questions. Pour compléter, commissaire, il faut le rappeler que le service militaire est obligatoire au Sénégal. Est-ce que ce n'est plus inscrit dans la Constitution? Qu'est-ce que ça veut dire, ce n'est plus inscrit dans la Constitution? Moi, je demande. Le service militaire est obligatoire.